Oui, bonjour, bienvenue dans cette troisième partie de Nutria, d'évaluer Nutria. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, on va se concentrer sur le marché de l'azote ou du nitrogène en anglais. Donc comme à chaque fois, cette présentation est fournie à titre informatif seulement. Les opinions exprimées reflètent mes réflexions personnelles à un moment donné et peuvent évoluer. Aucune décision d'investissement ne devrait être prise uniquement sur la base de cette présentation. Donc, nutria, la division d'azote. Ce graphique-là peut vous rappeler ce qu'on a vu dans l'introduction, donc les opérations de nutria en Amérique du Nord. Donc, euh, donc c'est 6 usines de transformation au Canada, 6 usines de transformation aux États-Unis, et des opérations à Trinidad. Donc, euh, voilà. L'azote, 101. Donc, l'azote, c'est un élément qui est dans l'air, mais l'enjeu que les plantes ont, c'est qu'ils ne peuvent pas prendre cet élément-là directement. Ils ont besoin que l'azote soit transformé en une forme qu'elles peuvent absorber par leurs racines. Ça, on parle de nitrate ou d'ammonium. Donc, par contre, une fois que, par exemple, Nutrien a transformé, euh, a- les opérations de Nutrien ont transformé en engrais azotés et qu'elles sont offerts aux plantes, l'azote ou les engrais azotés vont être l'effet d'une boisson énergisante sur les cultures. Donc, c'est vraiment ce qu'on cherche à faire avec les engrais azotés. On a vu précédemment que dans le cas de la potasse, c'était vraiment au niveau de la nutrition et de la protection des cultures, de la résistance au stress. Ici, on est beaucoup plus dans la croissance. Donc voilà. Le modèle d'affaires au niveau des opérations de nitrogène ou d'azote, de nutria, donc c'est que dans le procédé, on va venir produire de l'ammoniac, de l'urée et d'autres solutions au marché domestique ainsi qu'à des clients internationaux. Donc, les usines de production au Canada, en Amérique et aux États-Unis vont venir produire pour les clients locaux et les opérations à Trinidad vont être pour les clients internationaux. Bien sûr, comme dans le marché de la potasse, l'entreprise va vendre également à sa division de détail qui va ensuite retransformer pour ses clients locaux. Les marchés sont plus régionaux parce qu'il n'y a pas un souci de rareté comme dans la division de la potasse, où est-ce que la potasse est seulement à quelques endroits sur Terre. Euh, au niveau de l'azote, il faut seulement un approvisionnement constant et à faible coût de gaz naturel, vraiment pour avoir des opérations efficaces. Donc, les clients vont être des détaillants, des coopératives agricoles, des clients industriels parce que les procédés d'azote peuvent également, comme par exemple l'ammoniac, peut également être un intrant industriel. Et le plus grand élément, les prix sont influencés par le coût global, la disponibilité de gaz naturel. Donc, seulement deux petits graphiques avant. euh, donc, au niveau de l'ammoniac. Donc, l'ammoniac, ce qui est vraiment intéressant dans ce marché-là pour Nutria, c'est que ce n'est pas seulement une composante qui va être pour le marché agricole, ça peut être utilisé comme intrant dans plusieurs types d'industries. Donc ça, c'est vraiment intéressant du fait qu'on réduit quelque peu l'exposition qu'on a au cycle agricole dans le marché de l'ammoniac. Ce qui n'est pas le cas de l'urée, puisque l'urée est principalement utilisé comme un engrais azoté dans le monde agricole. Donc, on fait un peu le même exercice que dans le marché de la potasse, donc au niveau de l'offre et de la demande. Dans des marchés de commodités, c'est très important. Donc, la première ligne que je veux mettre l'emphase, c'est vraiment au niveau du marché nord-américain. Donc, vraiment comparer la capacité opérationnelle à la demande totale. Et on peut voir que c'est beaucoup plus en équilibre que ce qu'on a vu dans le marché de la potasse, où est-ce qu'on avait une capacité de 18 millions de tonnes
mais une demande de 6. Tandis qu'ici, on est à 18 millions de tonnes, une demande de 21. Donc, le marché est relativement équilibré. L'Amérique du Nord a toujours des besoins d'importation d'ammoniac. Et relativement au marché mondial, si on se penche sur la dernière ligne, donc 162 millions de tonnes de capacité opérationnelle, 159 millions de tonnes de demande, donc beaucoup plus en équilibre que ce qu'on a vu par le passé, ce qui va faire en sorte que euh, le marché semble relativement en équilibre, il va y avoir des augmentations marginales de production en lien avec la demande. On peut voir aussi qu'il y a de la capacité qui est inutilisée, donc les investissements vont être davantage pour repartir soit des chaînes de production ou etc. Donc, ouais, donc au niveau des compétiteurs sur le marché nord-américain, c'est vraiment sur ça qu'on va mettre l'emphase parce que, comme on a vu, les marchés sont beaucoup plus régionaux. Donc, Nutrien a relativement une bonne position en Amérique du Nord, n'est pas le plus grand joueur, est dans le top 3, top 4. Le plus grand joueur étant CF Industries qui a des capacités importantes. Et donc, c'est un marché avec plusieurs joueurs. Donc, je dirais que dans ce marché-là, il est relativement bien positionné, a des coûts intéressants. Euh, donc, c'est bien, disons un B. Par contre, je vais juste mettre l'emphase un petit peu sur la situation à Trinidad. Donc, ce qui se passe à Trinidad depuis maintenant plusieurs années, c'est que euh, le pays a des problèmes d'approvisionnement en gaz naturel. Et donc, le gaz naturel, qui est un intrant hyper important dans la production d'ammoniac et ensuite les transformations subséquentes vers de l'urée ou d'autres types d'engrais azotés. Donc, le fait que à Trinidad, il y a des problèmes d'approvisionnement importants, ça fait en sorte que, et c'est pas seulement pour Nutria, c'est pour l'ensemble de l'industrie qui se trouve dans cette région-là. Donc, ça fait en sorte que les capacités d'utilisation sont vraiment euh, pas optimales. Je vous donne un exemple, comme par exemple en 2018, euh, disons que Nutrien a des capacités d'environ de production de 2 200 000 tonnes d'ammoniac. L'année dernière, ils ont produit 1,1 million de tonnes. Donc, une usine qui tourne à 50% de son potentiel. Et c'est pas seulement Nutria, c'est pour l'ensemble des joueurs de l'industrie. Donc, la situation à Trinidad est vraiment un enjeu pour Nutria et pour l'industrie. Donc, ils ne sont pas très compétitifs dans leurs exportations à l'international juste à cause qu'ils n'ont pas un approvisionnement stable et à faible coût en gaz naturel. Par contre, en Amérique du Nord, l'Amérique du Nord, le Canada, les États-Unis demeurent un des endroits sur Terre où est-ce que le gaz naturel est le moins cher, donc qui est un intrant majeur. Environ 80% des coûts de production sont le gaz naturel dans ce procédé-là. Donc, voilà. Donc, oui, j'avais mentionné précédemment que la demande pour l'urée est vraiment plus reliée aux fertilisants agricoles, mais à mesure que la population mondiale croît, la demande pour ce type d'engrais va également augmenter. Et on est un petit peu dans le même cycle que la capacité opérationnelle est relativement bien balancée. L'Amérique du Nord, il faut toujours en importer un petit peu, mais rien de majeur. Ça semble être un marché relativement bien balancé avec encore de la capacité supplémentaire qui peut être accessible. Donc, c'est des investissements modestes qui peuvent entrer pour augmenter légèrement la production des différentes opérations, et ce, pour tous les joueurs. Donc, c'est un peu le même principe que Nutria, CF Industries sont les principaux producteurs d'urée en Amérique du Nord et dans les Caraïbes, ou même chose que l'ammoniac. Donc, vraiment intéressant parce que, comme qu'on a vu dans la présentation de la potasse, il y avait un problème avec les coûts marginaux de long terme. Donc combien le prix soit de l'ammoniac ou de l'urée devrait être au minimum pour investir dans des nouvelles capacités. Et dans le même titre que la potasse, les coûts marginaux de long terme sont plus importants que le prix actuel.
Ce qui fait en sorte qu'il n'y a aucun avantage notable à ce que les producteurs investissent massivement dans des capacités supplémentaires. Donc, ça va être seulement des améliorations marginales, peut-être ouvrir une petite ligne de production, mais pas de gros investissements euh, majeurs pour augmenter la production de façon significative parce que les prix de marché ne correspondent pas aux prix nécessaires qu'on aurait besoin pour rentabiliser de tels investissements. Ensuite, donc, vous pouvez vous demander comment on produit ça. Tu as parlé plusieurs fois du gaz naturel, mais c'est quoi le processus? Donc, voilà, vous pouvez voir à l'écran, c'est tout ce que ça comprend, créer de l'ammoniac, de l'urée et les différents éléments intermédiaires. Donc, tout commence dans l'usine d'ammoniac. Donc, ce qu'on va venir faire dans l'usine d'ammoniac, c'est utiliser un processus industriel qui s'appelle le procédé Haber-Bosch, où est-ce que l'ammoniac va être synthétisé à partir de l'azote de l'air, donc de l'air comprimé, et l'hydrogène du gaz naturel. Et donc, de cette façon-là, on va générer une réaction chimique qui est appelée NH3, donc de l'ammoniac. Donc, ensuite, une fois qu'on a cette substance-là, on va l'envoyer dans l'usine d'acide nitrique, où est-ce qu'on va prendre l'ammoniac qu'on a généré et on va l'oxyder à partir de différents moyens industriels. Donc, une fois qu'on oxyde l'ammoniac, ça va nous donner de l'acide nitrique. Ensuite, une fois qu'on a notre acide nitrique, on l'envoie dans notre usine de nitrate d'ammonium, où est-ce que là, on va utiliser l'acide nitrique qu'on a et on va le recombiner avec encore de l'ammoniac. Donc, ce mélange-là, par la suite, va nous donner du nitrate d'ammonium. Donc, là, on a passé de l'ammoniac à l'acide nitrique au nitrate d'ammonium. Et par la suite, à partir du nitrate d'ammonium, on peut aller dans l'usine de solution où est-ce qu'on va établir différents types d'engrais à partir de nitrate d'ammonium. Et on va également avoir des opérations dans une usine d'urée où est-ce qu'on va combiner de l'ammoniac, encore une fois, avec du CO2. Le CO2 qui provient de l'étape numéro 1, optimalement, pour que les ressources soient organisées optimalement. Donc, c'est le processus. C'était vraiment passionnant de lire à propos de ça. Mais je crois que ce qu'on peut en retenir, c'est, je ne sais pas le nombre de fois que j'ai dit le mot ammoniac. Et donc, si on retourne à la base, l'ammoniac, on le synthétise à partir de quoi? L'azote de l'air et l'hydrogène du gaz naturel. Donc, l'hydrogène de l'air et le gaz naturel. Donc, c'est pour ça que précédemment, vous pouvez m'avoir entendu dire que 80% des coûts de production sont pour la division azote ou pour la production d'engrais azotés provient du gaz naturel. Donc, c'est utilisé non seulement à la première étape, mais dans les étapes subséquentes pour générer les autres types de produits. Donc, il faut vraiment garder ça en tête. Et donc, mes hypothèses pour l'azote. Donc, premièrement, la croissance des volumes de nutriments se limite à 1%, puisque l'entreprise dessert un marché américain mature, un marché canadien à légère croissance et un hub d'exportation à Trinidad avec ses problèmes d'approvisionnement en gaz naturel, donc qui vient faire en sorte qu'on peut juste utiliser les opérations à 50, 55, 60%. Donc, le hub d'exportation à Trinidad avec certaines difficultés. Par la suite, Nutria continue de disposer d'un approvisionnement en gaz naturel stable, à prix compétitif, en Amérique du Nord, sauf pour son hub d'exportation à Trinidad qui continue d'avoir des quotas d'approvisionnement. Donc, ensuite, Nutria a des estimés de prix moyen pour le cycle agricole actuel d'ammoniac de 500$ la tonne et de 400$ pour l'urée. On va voir ça un petit peu plus loin. Il y a des ajustements un petit peu au même titre que la potasse. Par exemple,
les exportations à partir de Trinidad sont souvent sous des contrats long terme, ou même les approvisionnements en Amérique du Nord ou au Canada peuvent être également sur des contrats à long terme, puisque Nutrien dessert non seulement le marché agricole, mais également le marché industriel. Et donc, le point final, c'est légère amélioration des marges causée par l'amélioration du mix urée-ESN et potentiellement une utilisation accrue des ressources. Donc, ça, c'est vraiment intéressant parce que, vous voyez, ESN, j'en ai pas encore parlé, c'est pour Environmentally Smart Nitrogen, donc de l'azote environnementalement amical. Et qu'est-ce qui est différent entre l'ESN et, par exemple, un engrais normal? C'est que, par exemple, une des différences, c'est que le ESN va être une sorte d'engrais à effet retardé. Par exemple, vous mettez de l'ESN, mais l'engrais est recouvert d'une petite, d'un petit polymère, ce qui fait en sorte que l'engrais ne va pas tout de suite nourrir la plante. Donc, ce que l'engrais va faire, c'est qu'il va attendre une certaine température du sol avant de sortir du polymère pour aller nourrir au moment où la plante en a besoin le plus. Donc, c'est vraiment un produit relativement assez innovateur. Et je vais maintenant aller dans le modèle pour montrer l'impact que ça a eu sur, sur Nutria. Et je vais me concentrer sur cette ligne-là que vous pouvez voir qui est en gris. Donc j'ai essayé de calculer l'escompte, un peu comme le marché de la potasse, où est-ce que l'ensemble des ventes de nutriments étaient relativement toujours à escompte parce qu'il y avait des contrats à long terme. Mais vous pouvez voir que depuis 2021, l'ensemble, c'est plus une escompte, c'est même une prime. Parce que les engrais ESN tendent, vous pouvez tendent à avoir une valeur de marché beaucoup plus élevée, justement parce que ce n'est plus un engrais générique, c'est un engrais à activation assez précise. Donc, c'est un engrais d'agriculture de précision. Donc, ce qui va faire en sorte que les agriculteurs, les fermiers vont être prêts à payer davantage pour ce type de produit-là, puisque techniquement, ça augmente la productivité de leur récolte. Donc, pour le futur, j'ai également modélisé une certaine prime par rapport au prix de référence de l'urée, notamment à cause de l'inclusion du mix de ce type de produit-là dans les ventes totales de nutriments. Donc, comme qu'on a vu pour le marché de la potasse, les volumes, j'accorde une très faible augmentation des volumes à travers le temps, beaucoup plus pessimiste que ce que Nutrien, elle, suggère. Peut-être qu'elle est plus optimiste par rapport à l'approvisionnement en gaz naturel de Trinidad. Et au niveau des prix, donc j'accorde toujours une escompte au prix de l'ammoniac, mais au niveau de l'urée, à cause des facteurs ESN et des engrais ESN, je pense que Nutrien va continuer à générer une prime supérieure au prix de référence. Ce qui va faire en sorte que sur le moyen terme, les deux vont contrebalancer un peu. Une légère augmentation et les prix vont soutenir un peu la croissance de la marge brute. Donc, rien de trop majeur, très loin des périodes où est-ce qu'on a eu une sorte de peur au niveau de ces types de marchés-là parce que la Russie n'était plus dans le marché ou que les prix du gaz les prix du gaz naturel étaient élevés, ce qui est un des vecteurs importants de prix. Donc, avec des marges brutes à 33% d'ici 2030 et potentiellement dans le futur, ce qui est quand même assez historique, rien de trop majeur. Donc, sur ce, je crois que on vient de terminer nos hypothèses. Et donc, merci d'avoir été là encore une fois et je vous retrouve dans la vidéo numéro 4 où on va aborder les opérations de détail de Nutria
les réinvestissements qui sont nécessaires. Et voilà, merci beaucoup, encore une fois.